suis basée à La Rochelle, je suis relaxologue. J'ai créé Managez-vous il y a 3 ans parce que, étant victime du burn-out, je ne comprenais pas pourquoi je n'en avais pas entendu parler avant en entreprise. Donc j'ai voulu aller faire de la prévention dans les entreprises auprès des managers pour pouvoir les former et agir en amont de l'épuisement professionnel pour justement que l'on en entende parler avant de tomber. J'ai eu un accueil très sympathique de toutes les entreprises qui m'ont dit « Super, on va aborder le sujet, on vous attendait ». Autant vous dire que j'ai passé beaucoup d'heures avec des RH à discuter, à proposer mes services. Ils étaient tous enchantés d'échanger, de mieux comprendre. Mais après, pour ce qui était de passer à l'action et m'engager pour faire mes formations ou mes présentations, c'était 0 réponse. Le Covid est arrivé là-dessus, les RH devenaient injoignables, alors que c'était le moment où il y avait le plus besoin de parler du sujet, parce qu'on savait que la prochaine vague, après le Covid, ce serait justement tous ces suicides au travail, et toute cette santé mentale qui allait être touchée par tous les gens. Mais malheureusement, on ne nous ouvre pas vraiment la porte, et il y a des choses plus urgentes à faire avec le Covid. Donc, progressivement, pendant le confinement, j'ai compris que la prévention, ça commençait à être difficile, parce que voilà, la porte ne s'ouvrait pas. Donc, je me suis formée à des techniques corporelles. J'ai été embarquée dans une formation pour devenir masseuse. J'ai découvert l'art intuitif dans le massage. J'y allais pour me faire du bien, et au final, je me rends compte que je fais du bien aux gens avec mes mains. Et ça, c'est juste magique. Je recrée des choses sur les corps. Je me reconnecte avec la créativité que j'avais quand j'étais jeune aussi. J'ai eu ce bouleversement donc en 2016. J'ai quitté mon entreprise au bout d'1 an d'arrêt du travail. Je suis restée en arrêt par la suite pendant quelques mois encore, avant de me lancer dans une formation pour devenir formatrice consultante. J'ai découvert ce qu'était la dynamique de groupe, l'intelligence collective, les animations actives. Et j'ai croisé sur ma route la santé de vie au travail lors d'un premier stage en entreprise que je devais faire. J'ai découvert Christophe Dejour, j'ai découvert Marie Peset. J'ai découvert enfin ce qui m'était arrivé. Je pensais être la seule responsable de mon burn-out. J'en parlais ouvertement à tout le monde. Je disais aux gens que je croisais pourquoi j'étais arrêtée. Mon entreprise savait que j'étais en épuisement. Mais je n'en ai pris conscience réellement que lors de cette découverte sur la santé au travail. Je n'étais pas l'unique responsable. Tous les changements d'organisation que j'avais pu vivre dans les dernières années m'ont fait tomber, et ont fait tomber ma famille aussi, parce qu'effectivement, il y a un effet collatéral assez important. On parlait des aidants, mon mari est tombé aussi. Il a vu son chêne, son roc s'écrouler, et je peux vous dire que pour lui, ça a été dévastateur. Il a du coup fait un burn-out, il a fait un abandon de poste pour qu'on puisse quitter la région parisienne, parce que c'était ce qu'il souhaitait, et c'était la seule solution pour qu'on puisse bénéficier de son chômage, en plus du mien qui commençait à se terminer. Donc, nous avons quitté la région parisienne pour revenir à La Rochelle. Pourquoi La Rochelle? C'était vraiment pourquoi pas. C'était le seul endroit où nous étions tous les 4 d'accord pour venir avec nos enfants. Nos enfants avaient 12 et 14 ans quand c'est arrivé. Ils ont quitté leur région pendant leur adolescence. Ils ont eu le courage de tout quitter. Mais quand j'ai entendu mes enfants dire « Mais si papa est arrêté aussi, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Je leur ai dit « Le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on doit vendre la maison et quitter Paris. » Ils ont dit « Si c'est que ça, c'est pas grave. » J'ai dit à mon mari, ton rêve va enfin se réaliser, nous quittons Paris. Où? On ne sait pas, mais on y va. Je venais de créer Managez-vous pour faire de la prévention. J'ai fait le déménagement de Managez-vous. La partie administrative est fabuleuse en France, donc c'est très simple de redéménager une entreprise tout juste créée. Et je me suis lancée dans la prévention à La Rochelle aussi. Mais bon, c'est pas, voilà, c'était juste pour retémoigner après et répondre à quelques questions.
qui ont été abordées. La formation sur les premiers secours en santé mentale, je viens moi-même de la suivre. Je la conseille, même si elle n'est pas du tout dédiée épuisement professionnel, on arrive à comprendre aussi qu'il y a d'autres choses et que tout n'est peut-être pas dû à un épuisement non plus. On peut mettre d'autres, voilà, il y a d'autres syndromes qui peuvent, d'autres maladies qui peuvent être expliquées et expliquer aussi nos déséquilibres. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est de vous parler du parcours de reconstruction que j'ai moi-même traversé du coup et que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Donc tout d'abord, il y a la phase de repos. La phase de repos qui va vous permettre de récupérer de tous ces mois de pression et de tension que vous avez traversés. Ensuite, il y a l'étape de prendre soin de soi. D'abord le repos, ensuite à prendre soin de soi. Donc là, c'est difficile parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris. Donc là, c'est bien de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui saura vous apporter les clés. Ces personnes vous permettront de comprendre les causes qui vous ont fait tomber, donc vous allez pouvoir déculpabiliser à ce moment-là. Vous comprendrez les conséquences que les déséquilibres ont eu sur votre corps, ça vous permettra de comprendre et de vous remettre, et de savoir comment faire la prochaine fois si la même chose se répète. Vous allez pouvoir enfin vous reprojeter vers l'avenir, être bien dans son travail, savoir vers quelle activité vous souhaitez aller, si c'est y retourner ou si c'est changer d'orientation. Mais ça se fera uniquement une fois le cycle des premières phases traversées. Donc là, vous saurez vers quelle activité reprendre. Donc ça y est, vous l'avez entre les mains, votre arrêt de travail. C'est une étape difficile. Parfois, il faut une hospitalisation, il faut un choc brutal pour pouvoir être arrêté. Moi-même, j'ai poussé la porte d'un psy 6 mois avant d'avoir l'audace d'arrêter de travailler. Je sentais bien que quelque chose n'allait plus. Je n'arrivais plus à me décider. C'était une décision personnelle que j'avais à prendre, c'était organiser les 40 ans de mon mari, tout simplement. Impossible. J'ai passé 8 jours à me décider à faire ce que j'avais décidé de faire 1 an auparavant. Aucune décision, le cerveau avait lâché. Donc j'ai poussé la porte d'un psy en me disant je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive et pourquoi je n'arrive plus à décider de quoi que ce soit. J'étais commerciale, j'étais responsable au niveau européen, donc j'avais énormément de déplacements et le temps de prendre le temps d'aller chez un psychologue, je l'ai dépassé et je l'ai trouvé. C'était à 8h, le vendredi. Toutes les semaines, j'allais voir ma psy pour essayer de comprendre. Et elle m'avait dit, Virginie, si vous voulez prendre soin de vous, déjà, vous allez libérer 1 heure par semaine pour venir me voir. C'est ce que j'ai fait. Bien sûr, ça s'est espacé un petit peu par la suite, au gré de mes déplacements aussi, mais elle m'avait toujours dit, si on n'arrive pas à caser 1 heure, vous irez vous promener 1 heure là où vous serez. Donc j'ai toujours réussi à prendre 7 heures pour moi et à l'allonger progressivement. Bref, je m'égare, je témoigne en même temps. Et cet arrêt de travail, on a eu des alertes au démarrage, notre corps a lâché. Moi, c'était une hernie cervicale, je passais mon temps chez les ostéos et chez les kinés. Et quand on me proposait de m'arrêter quelques jours, je disais, pas possible, la semaine prochaine, je suis en Espagne, j'ai déjà réservé mes billets. La semaine prochaine, pas possible, je suis en Italie, je ne peux pas m'arrêter. Donc cet arrêt de travail, il y a eu plein d'alertes. J'en ai même eu un dimanche soir, je devais aller dans une réunion en Espagne. J'ai fait venir le médecin à domicile un dimanche à 10h, il m'a dit, vous vous arrêtez 3 jours. On avait une réunion sur tous les changements à venir. J'ai déchiré mon arrêt de travail. Il est parti à la poubelle. Le lendemain matin, 9h, j'étais à l'aéroport à prendre mon avion pour aller à cette réunion en Espagne. Donc le premier arrêt, c'est le plus difficile. Souvent, c'est 3-4 jours. Souvent, ça peut être une journée, on s'autorise, parfois on pose un RTT, mais ce premier arrêt de travail qui va déterminer le démarrage de toutes les phases que l'on va traverser, c'est pour moi l'étape la plus importante. Accepter de l'envoyer.
Il m'a fallu 6 mois pour l'entendre et beaucoup de mois aussi pour me dire mais pourquoi ma psychologue ne m'a pas forcé à m'arrêter. Pour avoir des gens aujourd'hui dans mon cabinet pour en parler, je peux vous dire que cette décision est très difficile à prendre et pourtant j'ai des gens qui viennent à temps me rencontrer. Donc cet arrêt, on l'a et on l'envoie. Le premier est souvent de 8 jours, 15 jours. 1 mois, c'est très rare qu'on l'accepte au démarrage. Parfois, on le demande aussi au médecin. J'en ai discuté ce midi avec quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, j'ai alerté mon médecin, j'ai pleuré et je ne l'ai pas eu cet arrêt. » Il y a des médecins qui ne sont pas formés, qui ne savent pas que cette étape est la plus difficile à franchir pour nous toutes et nous tous. Donc, oui, cet arrêt, il va falloir l'envoyer, il va falloir en profiter. Donc, on l'envoie parce qu'il faut savoir dire stop à temps, stop quand on a encore un petit peu d'énergie, ou que de toute façon on n'a pas le choix, parce que notre corps s'arrête, et si ce n'est pas notre corps, c'est notre cerveau qui s'arrête. Moi, mon corps avait lâché depuis longtemps, c'est le cerveau qui s'est arrêté. Donc voilà, plus de décision, plus de prise de recul. S'arrêter. Je compare cette étape un peu à une éjection d'un bateau sur lequel on avait l'impression de tout maîtriser. On saute de la balustrade d'un coup, on est éjecté, on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive. Quand ma psychologue m'a dit « Virginie, allez voir votre médecin tout de suite, il faut vous arrêter, sinon je vous fais hospitaliser la semaine prochaine », je n'avais pas du tout conscience que c'était un épuisement professionnel. J'avais l'impression d'y arriver quand même, malgré les troubles de décision et de concentration. Mais voilà, on sort et on tombe. C'est une sortie un peu brutale, mais il faut savoir se relâcher. On voit le bateau s'éloigner, on est arrêté, on se dit mais je vais peut-être pouvoir y retourner quand même. Il m'a mis 15 jours d'arrêt, mais 8 jours ça va peut-être être suffisant. Donc, on a des « et si » qui tournent dans la tête toute la journée. Et si je ne retourne pas tout de suite, est-ce que je vais avoir le courage d'y retourner? Et si je m'arrête, comment vont faire mes collègues? Elles vont tomber aussi. Et si je m'arrête, que va penser mon manager? Comment je pourrais reprendre avec lui après? Et si, et si, et si? Ça tourbillonne dans notre tête. C'est un peu comme dans une baïne, quand on est pris dans une baïne, on a envie de pouvoir rejoindre la rive. On se débat et on a envie de revenir sur la terre ferme qui est notre entreprise, parce que c'est le connu en fait. Le burn-out, en plus, on en parle énormément. En ce moment, ça doit être encore plus dur, parce que les gens savent que c'est pas 8 jours d'arrêt quand il y a marqué burn-out. C'est 6 mois, 8 mois, 9 mois. On a parlé de 5 ans tout à l'heure. Si la prise en charge n'est pas correcte, effectivement, ça peut s'éterniser. Donc, ne pas se débattre et accepter ce canot de sauvetage qui est offert par votre médecin. Montez dedans. Et faites la planche pour sortir d'une baïne, il faut se relâcher. C'est la seule solution. Même si on a peur de se retrouver à des kilomètres de l'endroit où l'on est, il faut relâcher ses muscles pour pouvoir récupérer des forces. Donc oui, il va falloir vous relâcher, oui, il va falloir dormir pour pouvoir atteindre la rive et pouvoir s'échouer doucement sur la plage pour pouvoir se relever par la suite. Donc vous allez avoir besoin d'un temps de calme, un temps de repos, qui peut être plus ou moins long selon les personnes. C'est vrai qu'une fois qu'on s'autorise à se reposer, à dormir, eh bien ça peut prendre du temps, beaucoup de temps. Il y en a c'est 8 jours, il y en a c'est 2 mois, il y en a c'est 5 mois à ne faire que dormir. Moi, j'ai pensé avoir un petit burn-out, un épuisement léger, vu que j'avais encore un peu d'énergie. J'ai voulu ranger tout ce que j'avais plus rangé dans ma maison, trier tous les papiers que je n'avais plus le temps de trier. Voilà, on essaye toujours de se débattre et de continuer à combler ce vide sidéral, où effectivement, du jour au lendemain, on se retrouve sans plus rien à faire. Donc effectivement, accepter que le calme et le repos soient la meilleure solution est une étape très importante. Donc dormez.
c'est ce que je peux vous conseiller au démarrage, c'est dormir. Il est important pour cela de faire une déconnexion totale de son travail. On n'a plus l'énergie pour pouvoir y retourner et il faut s'autoriser cette déconnexion totale. Donc s'il y a besoin de prendre le temps de le faire, faites-le. Appelez votre manager, appelez un collègue, appelez votre RH, appelez qui vous voulez dans l'entreprise, mais prévenez que vous n'allez pas revenir tout de suite, parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous avez. S'il faut mettre des messages d'absence sur vos mails, vous mettez vos messages d'absence. S'il faut changer le message sur votre téléphone, vous changez le téléphone. Faites ces dernières actions qui vous libéreront d'un gros poids aussi et qui enlèveront quelques ruminations que l'on peut avoir. Parce qu'effectivement, pendant le démarrage du burn-out, on a énormément de stress et énormément de questions. On avait déjà été au bout de nos limites, mais là, on a énormément de questions qui tourbillonnent dans nos têtes. On culpabilise, on a des doutes, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'incertitude, on a peur de ce changement qui arrive, on a la pression familiale, la pression financière, bien sûr. Si je n'arrive pas à retourner à mon travail, que vais-je faire? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? On a le regard des autres, ce jugement, et surtout le regard envers soi. On ne se reconnaît plus quand on est arrêté pour un épuisement. On est vidé, on est avachi dans notre canapé, et effectivement la moindre tâche ménagère devient énorme. Aller chercher nos enfants, insurmontable. Ils gagnent beaucoup en autonomie pendant cette partie-là, je vous l'assure. L'estime de soi est touchée, la confiance en soi est touchée, l'affirmation de soi, il n'y en a plus. Donc il va falloir reconstruire tout ça. C'est normal, il y a un changement à traverser. On a une courbe à traverser qui sera plus ou moins longue pour chacune d'entre nous. Donc il y a eu l'annonce, le choc, et bien sûr ce déni, ce refus, et toutes les questions que l'on se pose bien sûr sur quel impact cela a-t-il sur moi. Ensuite, il y a la colère, la peur. Est-ce que cela m'arrive vraiment à moi? Et ça semble un petit peu plus important que prévu. Donc effectivement, il y a plein d'émotions qui arrivent. La colère, la peur. On essaie de négocier, de marchander en se disant « je vais sans doute réussir à y retourner malgré tout rapidement ». Mais non. Donc, on peut arriver en dépression. Il y a surtout la tristesse qui est là. On est très orienté sur le passé, à se remettre en question et à se dire « mais si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais fait? Et si j'avais su que je devais m'arrêter, à quel moment j'aurais pu le faire ?» Ensuite, il y a la période d'acceptation. On se rend compte que oui, c'est bien là, il va falloir traverser ça. Donc on arrive à se pardonner et à faire une projection et à se dire oui, on va arriver à avancer. Et oui, on va réussir à trouver la force de s'en sortir pour pouvoir se réengager vers soi et traverser ça. Cette courbe, elle va se répéter. Parce qu'il y a l'arrêt, mais il y a aussi d'autres phases après, d'autres changements à traverser. Donc cette courbe, il va y avoir des allers-retours aussi. Et puis il peut y avoir des rétropédalages avant de passer à l'acceptation. Donc elle est dans la globalité, mais elle se répercute aussi à chaque changement que l'on traverse. Donc au démarrage, on a le choc, il faut avoir des informations. Il faut avoir des informations sur ce qui nous arrive. Ensuite, il faut être guidé pour pouvoir être remis en question, pour pouvoir être accompagné dans toute cette remise en question que l'on doit se faire. Ensuite, il va falloir être encouragé sur notre chemin, ne pas le faire seul, pour pouvoir être félicité de chaque pas que l'on fait, être sorti de chez soi pour aller voir le psy. Après l'arrêt, c'est un pas et c'est une célébration à faire. On a réussi à sortir de chez soi. Et ensuite, pouvoir s'engager, et s'engager, c'est plus facile quand on s'engage avec quelqu'un aussi. Donc moi, je vous recommande, dès que vous pouvez, alors financièrement, c'est pas toujours facile, mais il faut aussi investir sur soi. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner dès que vous pouvez, ne restez pas seul pour traverser un burn-out, ce n'est pas possible.
Il faut accepter de sortir de son bocal quelque temps, ce bocal qui était tout gris, dans lequel on ne voyait plus rien et dans lequel on n'arrivait plus à prendre de recul, parce qu'on n'avait plus la prise de recul nécessaire et le cerveau qui fonctionnait suffisamment bien. On était bloqué dans les émotions et le préfrontal ne marchait plus du tout. Il faut accepter de sortir et d'aller dans un verre un peu plus clair pendant quelques semaines ou quelques mois pour certains. Dans ce nouveau verre d'eau, vous allez apprendre à ralentir, vous reconnecter à un rythme normal, un rythme qui correspond à l'être humain. Nous ne sommes pas des machines. Donc il est important de se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature, voir qu'il y a un rythme, il y a des saisons dans la nature également, et prendre la force que l'on peut retrouver dans la nature. La marche n'est plus à prouver, c'est un bienfait, c'est gratuit et on peut tous y accéder. La marche est une reconnexion à soi et à ses sens. Donc abusez-en, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes, je vous le recommande. Moi-même, je me suis mise à faire des câlins aux arbres. Ça s'appelle la sylvothérapie. Dès que j'ai un coup de mou, je vais faire un câlin à un arbre. S'il y a trop de monde, je m'adosse et je fais un câlin à l'envers pour ne pas paraître ridicule quand il y a trop de monde. Et au pire, si je suis ridicule, j'entends les gens dire « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Je fais un câlin aux arbres et vous feriez bien de faire pareil, ça fait trop du bien. Pour moi, cette image n'est pas une image de femme puissante, mais la respiration. Réouvrir son thorax, sa cage thoracique et puis reprendre de l'air. Ça fait un bien fou et c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à re-respirer. Le burn-out nous a coupé de nos sens, nous a coupé de notre respiration. On a monté notre respiration en haut, il faut réussir à réapprendre à respirer par le ventre et à respirer ouvertement pour ressentir toutes les tensions qu'on avait dans notre corps. J'ai découvert la méditation qui aide bien aussi à la respiration. J'ai découvert la cohérence cardiaque qui peut être très utile aussi. Alors il y a des médecins qui se sont fait sortir de l'ordre, il y a de nombreuses années pour dire les bienfaits de la cohérence cardiaque. Je vous invite à découvrir David Servan-Schreiber. Sa femme parle des kiffs par jour, donc l'écriture de ces kiffs du jour, les journées soleil dont on a entendu parler ce matin. Faites-le tous les jours. Les kiffs du jour, les points positifs d'une journée, même si c'est juste le sourire de la boulangère ou le sourire d'un coach, s'il y a plus de coach que de boulanger, marquez-le, ce sourire m'a fait du bien. Caresser un chien m'a fait du bien, regarder un chat m'a fait du bien, ça peut être juste ça au démarrage, mais notez ce qui vous fait du bien. L'objectif, c'est de vous reconnecter à vos couleurs, donc retrouver les activités et les ressources qui vous font du bien. Ça peut être marcher, ça peut être se remettre à un sport doux, rencontrer des amis, des vrais amis qui peuvent être là pour écouter notre souffrance aussi, revoir de vieux films si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, regardez les films qui vous faisaient rire, regardez les films qui vous faisaient pleurer, au moins vous aurez une excuse pour pleurer, si vos enfants et votre mari rentrent à ce moment-là, vous leur direz, ben oui, j'ai encore regardé ce film. Faites des activités de développement personnel, trouvez celle qui vous convient. Chantez, dansez, mettez-vous à la musique, peignez, écrivez, sculptez, faites de la poterie, jardinez, découvrez des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Moi, j'ai découvert le Qigong, j'ai découvert le Tai Chi, j'ai même découvert la biodanza. Vous regarderez la biodanza, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est magique pour les gens en épuisement professionnel. Ça remet du lien, ça remet de la danse, ça remet de l'introspection, ça fait travailler énormément de choses. Donc la clé, je vous en ai déjà parlé, mais faites-vous accompagner. Nous sommes nombreux à connaître les mécanismes du burn-out, à l'avoir traversé, à partager aussi et à vous faire bénéficier de notre expérience après s'être formé aussi à des techniques d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à faire une pluridisciplinarité des approches. La tête, le cœur et le corps ont été touchés. Vous aurez besoin des spécialistes pour aller travailler la tête, le cœur et le corps. Les professionnels médicaux, bien sûr, votre médecin généraliste, les psychologues, les psychiatres, les spécialistes de santé et souffrance, pour ceux qui n'ont pas encore compris
Marie Peset a monté tout un réseau de spécialistes. Allez voir, elle met en ligne plein de documentation sur le sujet qui aide vraiment à comprendre aussi ce que l'on traverse. Il y a les professionnels de la relaxation, les sophrologues, les hypnothérapeutes, les instructeurs de méditation de pleine conscience aussi, les relaxologues également, les professionnels des soins du corps, donc tout ce qui est ostéopathe, bien entendu. Votre corps a eu plein de tensions, plein de blocages. Un ostéo devrait être obligatoire quand on a été arrêté pour un épuisement professionnel. Il peut vous remettre de l'énergie dans votre corps. Acupuncteur, fasciathérapeute, naturopathe, masseur, les spécialités ne manquent pas. La cure thermale, bien sûr, des termes de Saujon, peut être une solution magique quand on arrive à le faire suffisamment tôt. En plus, c'est pris en charge. Donc tous ces spécialistes vont vous aider et vous accompagner à repérer les signes physiques d'alerte que vous n'avez pas su entendre, à analyser les changements de comportement que vous avez eus, l'irritabilité dont on est victime à la fin, les enfants qui trinquent, mais depuis quand? Et à quoi était-ce dû? Parce qu'il y a des obstacles, bien sûr, des causes qui n'ont pas été vues, pas comprises dans les entreprises, et c'est important de décortiquer tous ces icebergs qu'on n'a pas su éviter sur notre parcours. Parce que ces icebergs, si on ne sait pas les surmonter, ne vous inquiétez pas, vous les re-rencontrerez dans votre prochaine activité. Donc il est important de revenir dessus et de savoir comment vous allez faire la prochaine fois, ce que vous auriez pu faire. C'est important, c'est vos futures bouées de secours. Tout ce travail va vous permettre un temps de réflexion, d'observation pour comprendre les déclencheurs et aussi pour faire le tri de l'environnement que vous voulez, que vous ne voulez plus, les choses que vous aimez faire, celles que vous n'aimez plus faire, celles qui vous prennent de l'énergie et celles qui vous font du bien aussi, parce que dans notre travail, il y a plein de choses qu'on aime faire. On va pouvoir retrouver sa boussole intérieure et ensuite se décider vers où on veut aller. Donc là, on peut se faire accompagner et uniquement à ce moment-là, une fois qu'on a récupéré son énergie, qu'on a déjà passé les premières phases, qu'on a compris le pourquoi du comment, se faire accompagner pour faire un bilan de compétences ou se faire accompagner par un coach. Avant, c'est trop tôt. Tant que vous n'arrivez pas à lire, tant que vous n'arrivez pas à vous concentrer, ça ne servira à rien de penser à l'après. Dans mon cabinet, au bout de 15 jours, j'ai eu une cliente qui est venue et qui m'a dit « Mon mari est en train de m'aider à refaire mon CV. » 15 jours d'arrêt. Elle me dit « J'ai l'impression de ne plus avoir de compétences. Zéro, je ne sais plus rien faire. » Bien sûr, il était trop tôt pour refaire ce CV. Mais bon, le mari est pressé de trouver une solution aussi, parce qu'effectivement, le burn-out, on ne sait pas vraiment le parcours de reconstruction et toutes les phases qu'il va falloir faire. Et oui, ça prend du temps. Mais plus on s'autorise à prendre le temps et plus on retrouvera rapidement ses capacités pour justement pouvoir faire le point sur ses compétences, ses appétences, les talents qu'on s'est découverts aussi pendant notre arrêt, parce qu'on en découvre aussi. Et on arrive à revoir tout ce qui fonctionnait bien dans notre entreprise après. Parce que quand on s'arrête, on a l'impression d'avoir tout perdu. Mais en fait, tout est au fond de nous et tout est toujours présent. On garde toutes nos compétences en nous et elles reviennent une fois que l'on est prêt à repartir. Donc ça, gardez confiance, tout est là et tout sera toujours là. Vous en acquérerez plus, c'est tout. Vous vous connaîtrez mieux aussi. Donc offrez-vous ce temps pour apprendre sur vous. Ensuite, il sera temps de repenser à reprendre une activité, qu'elle soit bénévole ou lucrative. Il va falloir savoir quelle embarcation vous voulez rejoindre. Si c'est la même, ce sera à ce moment-là peut-être en mi-temps thérapeutique que vous reprendrez pour vérifier que les changements de comportement sont bien là et que vous savez gérer. Ce sera peut-être dans une autre équipe, à un autre étage du bateau, dans une autre cabine, avec un autre quai. Il faut les trouver, mais il y en a qui vont bien. Et si vous n'en trouvez pas à votre goût, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. C'est un parcours passionnant aussi. Donc, cherchez l'embarcation, mais vous la trouverez. Il faut juste du temps. Donc si vous devez trouver une nouvelle embarcation, si c'est votre décision,
il va falloir larguer les amarres avec votre embarcation actuelle. Cette étape est sacrément difficile. Donc pareil, faites-vous accompagner par des gens dans l'entreprise, ça peut être votre manager, votre N+2, un membre de la RH qui peut vous conseiller sur ce qui a déjà été fait. Ça peut être des anciennes personnes qui ont quitté l'entreprise aussi, qui peuvent vous conseiller. Si vous êtes tombé, il y en a sûrement d'autres avant qui sont tombés. Appelez-les, vous verrez, ils vous diront comment ils sont partis. Le médecin du travail peut vous aider aussi, les infirmières en santé, les infirmiers bien sûr, en santé au travail, tous les préventeurs qu'il peut y avoir, les services sociaux, les délégués du personnel ou les membres du CSE sont généralement formés pour vous accompagner. Si dans l'entreprise il n'y a personne ou si la taille de l'entreprise ne permet pas d'avoir quelqu'un pour vous aider dedans, il y a plein de personnes hors de l'entreprise qui peuvent vous aider. Votre médecin généraliste peut vous mettre en relation avec d'autres personnes, le médecin conseil de la sécurité sociale aussi, les psychologues, les psychiatres connaissent du monde qui peuvent vous accompagner. Il y a plein de consultants formés en santé au travail, plein d'organismes spécialisés, plein d'associations. Vous avez Elburn, que vous avez découvert ce matin. Et puis, prenez un avocat du travail. Un conseil peut être suffisant. On n'est pas obligé de passer dans des procédures de plusieurs années. Quand on va voir un avocat du travail, il peut nous donner quelques clés et ça peut nous coûter juste quelques heures d'honoraires, mais ça peut nous faire gagner du temps et de l'énergie aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont toujours en procédure pendant 3 ou 4 ans après leur souffrance. Et ça, si on peut l'éviter, je pense qu'il vaut mieux l'éviter et trouver un accord aussi. Après, il y a des cas qui demandent préparation aussi. Donc si c'est important pour vous, faites-le, mais bien accompagné et mettez les moyens. Parce que les entreprises, elles n'aiment pas trop ça. Les cas de burn-out et les séparations. Donc s'il y a des accords qui peuvent être négocier sans passer dans des procédures qui leur prendront aussi des années, elles vous aideront à quitter l'entreprise. On est passé de 10 à 20% sur les démissions. Combien de démissions sont dues à des épuisements professionnels? J'aimerais savoir le chiffre. Pour moi, c'est les 10% supplémentaires. Les ras-le-bol qui partent du jour au lendemain de leur entreprise. Sans ce temps d'arrêt, la rechute est assurée. On ne quitte pas son entreprise sans un temps d'arrêt et de recul. Mon mari a fait un abandon de poste, il avait été voir un psychologue et on en avait énormément discuté et il connaissait déjà le sujet. On ne quitte pas son entreprise pour un ras-le-bol et une souffrance au travail du jour au lendemain. Il faut du temps. Donc une fois cette super étape franchie, toutes les négociations avec les RH passées, on a comme une espèce de libération et une prise d'air. Une prise d'air où on se sent toute puissante. Moi, pour ma part, ça a été « Wouh ! J'y vais, je fonce, par où je commence ?» Une semaine après, j'avais un petit coup de bambou. Parce que j'avais dépensé plein d'énergie pour quitter cette entreprise. Donc, j'ai eu besoin d'un temps de calme et de reprendre une petite respiration pour voir où j'allais. Donc moi, c'est à cette période-là où je vais commencer mon bilan de compétences, uniquement après avoir quitté mon entreprise. Donc j'étais toujours en arrêt de travail, j'ai négocié que mon bilan de compétences soit pris sur mon temps d'arrêt de travail et qu'on me laisse tranquille et que je n'ai pas à m'inscrire tout de suite chez Pôle emploi. On a le droit de rester en arrêt de travail, même quand on n'est plus sous contrat. C'est pas parce qu'on n'est plus sous contrat qu'on est en état de reprendre un travail. Donc voilà, le chemin de où je vais. Généralement, on a quand même retrouvé le sourire et la confiance en soi, donc on y va avec plus de gaieté aussi. On est plus à même de réfléchir et de prendre du recul et de se décider dans quelle direction on veut aller. Pour ma part, ça a été de reprendre mes études, parce que je suis repartie 6 mois en formation pour devenir consultante formatrice. J'ai bénéficié de l'intelligence collective d'un groupe bienveillant. Je pense que sur 17, on devait être 15 à avoir été éjectés très brutalement du bateau. Que tous mes partages, parce que moi j'en parlais beaucoup déjà, les ont bien aidés aussi. Et que mon premier stage, quand j'ai découvert la santé au travail, les a énormément fait progresser aussi. Donc voilà, se projeter,
s'engager vers une nouvelle direction, prendre le temps. C'est pas parce qu'on a trouvé la direction qu'on a tout de suite la clé. Moi, mon nom Managez-vous est venu un soir où j'avais décidé de tout lâcher. C'était après ma formation de formateur, je m'étais dit, mais en fait, je ne suis plus en état de travailler. Et le jour où je me suis dit ça a été le lâcher prise. Lâcher prise, allez, je lâche, je ne sais pas sur quoi former les gens, donc je lâche tout, et Managez-vous est venu. Et Managez-vous, pour moi, c'était parler de l'épuisement auprès des managers. Ça n'a pas été possible, maintenant je prends soin des gens. Managez-vous fonctionne aussi très bien pour apprendre à prendre soin de soi. Et ma formation de formateur, je l'utilise pour intervenir dans les entreprises, dans des formations gestion du stress, gestion du temps, donc des priorités, sur l'accompagnement au changement, sur l'animation de co-développement qui font aussi bouger en entreprise et qui répondent à mon besoin d'agir en amont. Après, les entreprises qui tombent sur une formatrice comme moi en gestion du temps ou en gestion des priorités ne s'attendent pas à ce que les gens reviennent en disant « ça ne tient pas dans mon agenda ». Et le lundi, je suis sûre qu'ils repartent tous avec des clés pour dire « stop, on ne peut plus ». Donc qu'est-ce qu'on fait en priorité? C'est quoi ce qui est important? Parce que moi, je ne gère plus que des urgences, je veux travailler sur des choses importantes qui donnent du sens. Donc après un burn-out, il faut accepter qu'il y ait des variations. Quelle que soit l'embarcation choisie, vous traverserez des variations. Il faut accepter, parce que la femme dynamique, surpuissante, qui savait tout gérer, ne reviendra jamais. On n'aura jamais autant d'énergie, on a été épuisé beaucoup trop loin au fond de nous. Donc les 100% d'énergie, voire les 120 que nous avions avant, on ne les aura plus. Il faut accepter ces variations. Les montagnes russes. Accepter que des jours, on ait toute cette énergie et qu'on se croit retrouver d'avant. Donc là, on peut surfer sur la vague, des grosses vagues et gérer des gros dossiers. Mais il faut aussi accepter que de temps en temps, on soit en panne d'énergie et qu'on n'ait pas la force de tout gérer dans la journée et que ça pourra se faire demain. Il y a aussi des jours où il faudra rester sur la plage, rester en repos. Et ça, c'est bien de l'entendre aussi. Je vous le dis parce que j'ai du mal aussi à l'entendre moi-même de temps en temps, quand j'en fais trop, de m'autoriser à m'arrêter et à ne plus rien faire pour ne pas recommencer ce cycle infernal. Mais une fois qu'on a su reconnaître ces balises, qu'on a su trouver les ressources qui nous faisaient du bien, qu'on a su mettre les outils en place pour se réancrer et retrouver son énergie, on repart avec plus de confiance et on sait saisir les opportunités et faire confiance à son chemin aussi. Donc on a un bagage beaucoup plus solide où on sait dans quelle direction on va et ce qu'on peut mettre en place pour récupérer si on sent que notre énergie diminue. Donc faites-vous confiance une fois que vous aurez traversé tout ça. Faites confiance aux gens qui sont autour de vous, aux spécialistes qui vous ont entourés, ils seront toujours là. Et je voulais terminer par une infographie que j'aime beaucoup, qui représente le burn-out. Si vous êtes burn-outé, c'est ok, vous n'êtes pas cassé, c'est juste un moment pour que le feu revienne. Et c'est tout à fait ça. On est cramé de l'intérieur, mais on repart de l'intérieur pour qu'ensuite ça se revoie pleinement de l'extérieur. Donc voilà.